Projetons-nous tout de suite dans le futur. En 2050, ou peut-être même avant, porter avec soi un agenda électronique ou même un Walkman paraîtra certainement de la dernière ringardise. Il y a longtemps que ces appareils électroniques auront été intégrés à nos vêtements pour plus de confort. C'est déjà le cas dans un pays où l'on est vraiment fanatique de techniques de pointe, le Japon, défilé de haute couture, version high-tech. Dans les rues du Tokyo moderne, les femmes en kimono sont devenues presque aussi rares que les guerriers ninjas. Les habits traditionnels ont cédé la place aux costumes à l'occidental, aux uniformes à l'anglaise et, tout de même, à des tenues plus qu'originales. Amateurs de look excentrique, les jeunes japonais sont aussi des fanatiques de haute technologie et des gadgets électroniques. Alors, quand les designers du pays du soleil levant imaginent la mode du 21e siècle, ça donne ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le wearable fashion. Des vêtements bourrés d'électronique jusque sous la moindre couture. Veste à clavier d'ordinateur, blouson à col micro, lunettes écran à cristaux liquides, col à écouteurs, ceinture avec poche organizer et portable. Délire de créateurs marginaux? Pas du tout. Ces vêtements sont nés ici, dans l'une des écoles de mode les plus réputées au monde. Ici, vous avez un téléphone portable et là, un Walkman miniature pour écouter de la musique. Ici, on a placé un agenda électronique et derrière, un ordinateur portable standard. Dans le col, on a intégré des écouteurs et un micro pour la musique et aussi pour discuter sans décrocher le téléphone. Enfin, sur la tête, on pourrait placer des panneaux solaires pour alimenter le tout. Ces travaux ont débuté en 1999 à l'initiative du professeur Michi Son. Pour cette figure de la mode japonaise, les technologies de la communication vont devenir tellement indispensables qu'il faut déjà leur faire une place à l'intérieur des vêtements. À la base, l'idée était de pouvoir utiliser les appareils électroniques tout en gardant les mains libres, pour que l'usage permanent de la technologie ne vienne pas perturber la vie quotidienne. D'abord, on a dessiné des poches dans les vêtements pour les téléphones mobiles standards. Deuxième étape, on a revu tout le design des vêtements pour y faire passer les câbles et les fils en tout genre. Maintenant, nous entamons la troisième étape. Il s'agit de faire en sorte que les ordinateurs soient totalement intégrés aux vêtements. Tomoshiro a été le premier à tester de tels vêtements en conditions réelles. Il s'est accoutré ainsi tous les jours pendant 2 ans. Quand on transpire beaucoup, le casque n'arrête pas de glisser. Ensuite, tous les appareils installés doivent être vraiment bien équilibrés pour éviter les courbatures. Parce que sinon, on a vraiment mal au dos et on n'est plus bon à rien. Ensuite, avec les étés chauds et humides qu'on a au Japon, les machines chauffent et les éléments en plastique se déforment. Bref, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais grâce à lui, la conception des cybervêtements va beaucoup s'améliorer. On a encore beaucoup de problèmes techniques à résoudre. Il faut réduire l'émission des ondes électromagnétiques. Il faut éviter que les gens s'électrocutent. Nous devons réduire au maximum le nombre de fils. En plus, il faut revoir complètement les textiles. Les tissus traditionnels sont vraiment inadaptés à ces nouveaux vêtements. Parallèlement au travail des couturiers, la course aux appareils vraiment portables a commencé. Dans le laboratoire de ce constructeur d'électronique japonais, on garde les prototypes les plus avancés à l'abri des caméras indiscrètes. Who are you? E égale M6. U égale M6. U égale M6. What is affiliation? Mass media. Media. Konnichiwa. Bonjour. Vous venez d'être enregistré par notre nouveau système d'identification audiovisuelle. C'est un petit exemple parmi toutes les innovations sur lesquelles on travaille ici. Autre exemple, pour utiliser l'ordinateur en toutes circonstances, celui-ci devra obligatoirement comprendre parfaitement la parole humaine. La prochaine épicerie est à Iwayaken, mais il n'y a pas de parking.
La différence essentielle entre ce système et les logiciels de dialogue existants déjà, c'est que là, on peut vraiment parler librement à l'ordinateur comme à un être humain, sans toujours s'obliger à construire des phrases grammaticalement parfaites. En couplant ce logiciel à un GPS perfectionné, tout promeneur pourrait alors se diriger n'importe où, sans carte. Tous ces appareils portables émettent des ondes électromagnétiques, dont on ne connaît pas encore les effets à long terme sur le corps humain. Qu'à cela ne tienne, les fabricants de textiles ont déjà réfléchi à une parade. Avec certains de nos tissus, on peut déjà protéger les ordinateurs des interférences extérieures. Par exemple, on a conçu un textile pour préserver les ordinateurs de voitures des vibrations du moteur. Maintenant, on cherche à développer de nouveaux produits, comme par exemple un tissu constitué de fibres de polyester entouré de fils de nickel. Il permettrait certainement de protéger le corps humain des ondes électromagnétiques. Il ne restera plus qu'à améliorer l'esthétique de ces vêtements électroniques. Mais pour ça aussi, on peut faire confiance aux Japonais. Pour preuve, la dernière collection du créateur Ishinuma, tout en polyester et en matière plastique. Le promeneur du futur ressemblera peut-être à cela. Couvert de puces électroniques invisibles, il dialoguera avec ses semblables sans prononcer un mot. Ces portables se chargeront de la communication en s'échangeant des données par ondes radio. En France aussi, on se lance dans la mode high-tech avec des matières qui changent de couleur, qui libèrent du parfum ou de la crème hydratante, des fibres optiques qui s'illuminent ou encore des hologrammes. Rien qu'à l'odeur, il pourra savoir si votre poulet est bien cuit, déterminer d'où provient le cacao d'une tablette de chocolat et même diagnostiquer, rien qu'en sentant votre haleine, la présence d'une maladie. Voici le nez électronique, une véritable révolution. Imaginez un capteur d'odeur à l'intérieur de votre frigo, pour vous signaler que votre lait a tourné ou que votre viande n'est plus fraîche. Bientôt, dès que vous poserez vos courses à la caisse d'un supermarché, des nez électroniques cachés sous les tapis roulants pourront sentir l'odeur de vos produits, faire la différence entre les pommes Golden et les pommes Delbar et enregistrer le prix. Même votre téléphone pourra agir comme une puce renifleuse en captant des molécules dans votre haleine pour faire par exemple un diagnostic à distance. Ces quelques exemples, encore du domaine de la fiction, donnent un aperçu des capacités d'une technique révolutionnaire, celle du nez électronique. Ce modèle est utilisé dans l'industrie pour contrôler la qualité de toutes sortes de produits. Il peut s'agir d'emballages, de cosmétiques ou bien sûr de produits alimentaires. Mais pour fonctionner, cette machine a besoin de modèles. Dans ce laboratoire, on prépare donc des échantillons de produits très divers, que l'on va mettre dans l'ordinateur ou la mémoire du nez électronique. En bref, on éduque le nez. On lui donne ce qu'on appelle des empreintes d'arômes. Résultat, la machine va devenir plus performante que son modèle, le nez humain. Démonstration de ses capacités avec une odeur bien connue, celle du chocolat en poudre. Mais cette fois-ci, l'expérience est plus subtile. Il s'agit de reconnaître l'origine du chocolat. Première étape, on chauffe l'échantillon pour libérer les arômes, puis on les aspire pour les diriger vers les capteurs. Durée de l'analyse, environ 10 secondes, et le résultat tombe. Catégorique, ce chocolat vient de Côte d'Ivoire. Avec ce nez, pas d'erreur possible, il a tout en mémoire. Seul défaut, il est encore très encombrant. Dans le futur, ces systèmes seront simplifiés, deviendront plus accessibles, je dirais, à une vie au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront éventuellement être intégrés dans nos tâches quotidiennes, c'est-à-dire une vérification de l'odeur à l'intérieur d'un frigo, dans un espace clos, la vérification de la stabilité au niveau des climatisations, des systèmes de climatisation que l'on trouve dans tous les bureaux modernes. Pour E égale M6, les ingénieurs ont accepté de dévoiler quelques prototypes bientôt sur le marché. Voici un nez électronique qui va faciliter la vie des cuisiniers. Comment parfaitement faire cuire un poulet sans connaître le poids de la bête et sans programmer son four. Ce capteur s'occupe de tout. Il va tout simplement sentir à l'odeur que le poulet est bien cuit.
Les appareillages de laboratoire de type nez électronique sont généralement assez volumineux. Et dans notre cas, nous avons encore miniaturisé cet aspect-là en développant des systèmes donc, qui utilisent un capteur dans ce cas-là. Donc c'est des systèmes très simplifiés qui permettent donc de rentrer dans un four de taille réduite. Autre prototype étonnant, ce nez capable de détecter les maladies. Donc je viens de souffler dans un prototype d'un nez électronique qui a utilité donc, médicale et qui a pour objet d'analyser mon haleine. A priori, le signal est très faible, donc je ne suis pas malade, je n'ai pas de produit volatile dans la laine. Et pour simuler ce que pourrait être une détection de maladie, je vais par exemple prendre une gorgée de café. Je vais donc avoir dans la laine des produits volatiles qui sont dans ce cas-là l'arôme de café. Et dans ce cas-là, je vais avoir donc une réponse donc, des capteurs qui sont représentatifs donc, de produits volatiles détectés. Si par exemple j'avais un diabète, eh bien, ça serait par exemple l'acétone qui serait détecté dans mon haleine, ou si j'avais une cirrhose du foie ou un problème d'ulcère d'estomac, également il y aurait des composés volatiles qui seraient détectés. Alors, bientôt irremplaçable le nez électronique ? En attendant, notre capteur à nous reste bien pratique pour humer un bouquet de fleurs ou se mettre en appétit en analysant les effluves d'un bon plat. D'ailleurs, honnêtement, qui est prêt à abandonner ce petit plaisir à une machine ? Les nez électroniques sont aussi des moyens d'analyse rapides et objectifs pour donner des labels de qualité et de sécurité alimentaire aux produits frais. Cette innovation est d'ailleurs mise en place par le port de La Rochelle sur le marché aux poissons. Aux États-Unis, les élèves anesthésistes se font la main sur un outil extraordinaire, un simulateur de malade qui reproduit fidèlement les réactions d'un patient humain. Et là, ce n'est pas seulement son nez qui est électronique, c'est son corps en entier. Ce simulateur va-t-il révolutionner l'apprentissage de la médecine? Pour le savoir, direction la salle d'opération. Manhattan, le cœur de New York. Au carrefour de la 100e rue et de la célèbre Madison Avenue, le centre médical du Mont-Sinaï. C'est ici que l'on utilise un nouvel instrument médical qui va étonner plus d'un professeur de médecine. Ces deux jeunes internes préparent une anesthésie générale pour un patient qui va subir une intervention chirurgicale. Mais regardez, leur patient est d'un genre nouveau. C'est un mannequin bourré de mécanique et d'électronique. Son nom, The Human Simulator, le simulateur humain. Et en effet, ce mannequin respire, possède un cœur qui bat et il reproduit dans ses moindres détails les réactions caractéristiques d'un opéré. De la dilatation de la pupille au gonflement de la langue. C'est un outil véritablement révolutionnaire pour les apprentis chirurgiens qui peuvent ainsi se tromper sans mettre de vie en danger. Le grand avantage du simulateur, c'est qu'il me donne le luxe de faire pratiquer des interventions à risque à ses étudiants. Dans une vraie salle d'opération, il serait probablement réduit à observer de loin le travail des anesthésistes confirmés. D'ailleurs, pendant cet exercice, sans prévenir ses élèves, le docteur Levin a programmé le simulateur afin que celui-ci développe une mauvaise réaction à l'anesthésie. C'est la panique. Je n'ai encore jamais vu ça. Non, il ne faut pas de péridurale. Vous avez une autre possibilité pour atteindre la trachée. Impossible de faire une ventilation artificielle. Les internes luttent pour sauver le patient. Ils doivent pratiquer une ventilation de sauvetage. À la fin de la simulation, le professeur tire le bilan du travail des étudiants. Votre démarche opératoire était tout à fait correcte. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas arrivé à bien placer le tube et que vous l'avez sans doute retiré trop tôt. Ça ne marchera pas comme ça avec un vrai patient. Regardez, il faut que vous l'enfonciez comme cela. Au début, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce simulateur, je pensais qu'il ne serait pas réaliste et donc pas vraiment utile. Mais maintenant, même aujourd'hui, j'ai le trac et je peux être vraiment stressé par ce qui lui arrive, bien qu'il ne s'agisse que d'un mannequin, d'une grosse poupée en plastique. On ne risque la vie de personne. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est que notre professeur soit furieux contre nous. Le simulateur humain possède dans sa mémoire le profil d'une vingtaine de patients, d'âge, de sexe ou de passé médical différents.
Des patients qui vont pouvoir reproduire près d'une centaine de scénarios prédéterminés. L'ensemble permet donc au formateur de programmer une multitude de situations différentes. Pour communiquer avec le simulateur, j'utilise cet ordinateur, ce portable. Et le mannequin va fonctionner exactement comme un malade. Je l'active et je peux lui faire jouer n'importe quel type de patient en faisant varier tous ses paramètres physiologiques ainsi que les maladies dont il peut être atteint. Plus fort encore, le simulateur humain est capable de réagir à l'injection intraveineuse de médicaments. Le truc, il reconnaît chaque substance grâce à un code-barre inscrit sur la seringue. Ce qui, là encore, lui permet de réagir exactement comme un être humain. Ici, par exemple, la dose a été trop forte. Il cesse de respirer et sa tension s'effondre. L'ère des cobayes virtuels a commencé. Ici, la version enfant. Elle pourrait bien révolutionner l'apprentissage de la médecine. Évidemment, tout cela a un prix. Le patient virtuel coûte près de 200 000 €. C'est un peu cher, mais au centre médical de Mont-Sinaï, plus aucun malade ne se plaint d'avoir servi de cobaye à un interne inexpérimenté. Et maintenant, des recherches dont le but est de vous faire gagner du temps, et pour les directeurs des supermarchés, de l'argent. Voici quelques-unes des innovations qui nous attendent dans le supermarché de demain. Clientèle pressée et de plus en plus exigeante, les supermarchés sont obligés de se livrer à une véritable révolution technologique. Alors, quoi de neuf sur le marché? Dans ce magasin de Neuilly, les clients peuvent enregistrer eux-mêmes leurs achats. Grâce à ce petit appareil portable, ils saisissent les prix des articles choisis en cliquant sur la touche « Plus ». En fin de course, un ticket est édité avec le nombre d'articles et le montant. Avantage, le temps passé aux caisses est quasi supprimé. Dans cet autre supermarché, les anciennes étiquettes ont été remplacées par des étiquettes électroniques qui affichent promotion, prix au kilo ou en euros. Toutes sont reliées à un ordinateur central, ce qui permet de changer à distance des centaines de prix en un clin d'œil. Pour des innovations à plus long terme, il faut venir ici, dans cet espace de démonstration et de test situé au cœur de Paris. Pour informer les consommateurs, les bornes interactives se multiplieront, comme ce sommelier électronique qui vous donnera de précieux conseils pour vous aider à choisir une bouteille de vin. Mais voici le plus étonnant. Il ne faut que 2 secondes à cette caisse pour enregistrer tous vos achats. Par quel miracle? Voilà. Merci. Au revoir. Chaque étiquette contient une minuscule puce électronique dont le code va être lu par les bornes entre lesquelles passe le panier. Fini la corvée du passage sur le tapis. En une fraction de seconde, l'ordinateur fait le total, édite le ticket. Il n'y a plus qu'à payer, par exemple, avec ce porte-monnaie électronique ou une carte de crédit. Saisie des achats par le client, étiquette intelligente, borne interactive ou caisse ultra rapide, les caissières ont-elles du souci à se faire? Peut-être pas, si comme l'affirment les futurologues de la distribution, elles se reconvertissent dans l'accueil et le conseil aux clients, laissant à toutes ces machines le côté le plus répétitif de leur travail. Aller au supermarché va donc bientôt devenir beaucoup moins rébarbatif et même, pourquoi pas, très ludique. Dans notre monde où tout va de plus en plus vite, il y a une chose qui ne s'améliore pas vraiment, c'est le temps que l'on met à attendre un ascenseur, notamment dans les immeubles où il y a beaucoup d'étages. Depuis son invention, le principe n'a guère changé. Suspendu à un câble mu par un moteur, l'ascenseur monte et descend dans sa cage. Mais dans ce domaine, nous sommes à l'aube d'une véritable révolution technologique. Voici les ascenseurs de demain. Cette invention n'a pas beaucoup marqué l'histoire des techniques, et pourtant, c'est bien grâce à l'invention des ascenseurs aux alentours de 1850 que l'on a pu construire aux États-Unis, puis partout dans le monde, des immeubles de plus en plus hauts. Pourtant, étonnamment, depuis cette époque, le principe des ascenseurs n'a quasiment pas changé. Il s'agit toujours d'une cabine coulissant sur des rails et tirée vers le haut par un câble grâce à une machinerie située tout en haut de la cage d'ascenseur. Mais les choses sont en train de changer. Première innovation,
l'ascenseur autopropulsé, un concept radicalement nouveau. L'ascenseur et ses rails de guidage sont préassemblés en usine. Et surtout, la cabine monte toute seule, grâce à des moteurs électriques situés à sa base. Premier avantage, suppression de la machinerie d'ascenseur, que les architectes ne savent jamais où placer. Deuxième avantage, la facilité d'installation. Le temps de montage est divisé par 5. L'ascenseur, avec ses rails de guidage, est amené tout assemblé sur le chantier. Il n'y a plus qu'à introduire cet ensemble dans la cage. Quelques boulons à assembler et le tour est joué. Autre innovation, mais cette fois-ci dans la gestion des ascenseurs. Dans les grandes tours, chaque matin, c'est toujours le même scénario. Tout le monde veut monter dans le premier ascenseur qui arrive et c'est l'embouteillage. Un nouveau système permet de réguler le flot des voyageurs. Avant d'arriver dans le couloir où se trouvent les ascenseurs, vous sélectionnez votre étage et un ordinateur central vous indique instantanément par une lettre votre cabine. Cela permet de planifier beaucoup mieux les mouvements des ascenseurs, en les affectant à la desserte directe de tel ou tel étage en fonction des besoins. Les voyageurs sont mieux répartis dans les cabines. Il y a donc moins de bousculades et moins de temps perdu. 30% exactement en moins par rapport à un système classique. Encore plus fort, un constructeur américain vient de réaliser le premier prototype d'une machine révolutionnaire, l'ascenseur horizontal. Le principe, l'ascenseur ne fait pas que monter et descendre, il peut aussi se déplacer horizontalement. Deux avantages. D'abord, on fait passer plusieurs cabines par un seul puits d'ascenseur vertical. Ensuite, dans les immeubles très larges, on amène les passagers directement à la porte de leur bureau. Et pourquoi pas, un jour, relier ainsi plusieurs immeubles. L'ascenseur est donc prêt à équiper les tours géantes du XXIe siècle. En attendant le rêve ultime des architectes et des auteurs de science-fiction, le puits antigravité. Une colonne dans laquelle régnerait un champ magnétique si intense qu'il nous propulserait vers le haut. En théorie, c'est faisable, mais il faudrait une quantité d'énergie absolument astronomique. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir ? Les grands immeubles vont donc devenir de véritables fourmilières creusées de galeries où on pourra circuler rapidement, en toute liberté et sans se fatiguer. Dans un laboratoire de Strasbourg, les chirurgiens mènent des expériences étonnantes. Ils s'entraînent à opérer loin de leurs patients. Assis à un pupitre de commande, ils donnent des ordres à un robot qui fait le travail à leur place. Naissance d'une nouvelle discipline, la téléchirurgie. Une opération classique, c'est cela. Une large ouverture de la peau pour accéder à l'organe, ici le cœur, et des instruments chirurgicaux relativement courts, puisque justement, l'organe est facilement accessible. Pourtant, la chirurgie est en train d'évoluer. Direction Strasbourg. Nous ne sommes pas dans un bloc opératoire collectif, mais à l'Institut européen de téléchirurgie. Un centre de formation où l'on apprend notamment les techniques de l'endoscopie, une méthode qui permet d'opérer pratiquement sans ouvrir le corps. Explication. Au lieu de faire une grande incision de plus de 15 cm, vous faites une incision de environ, vous le voyez ici, 1 cm. Ça peut être moins d'1 cm. Et puis à l'intérieur du ventre du malade, vous allez mettre cette longue optique. Et cette optique va être reliée à une caméra, ce qui fait que sur l'écran télévisé, vous allez avoir une magnifique image de l'intérieur de l'abdomen du malade qui en plus va être grossie x5 à peu près. Avantage pour le patient, des séquelles moins importantes et une cicatrice beaucoup plus discrète. Mais pour cela, il a fallu changer radicalement la forme des instruments. Pour opérer, le chirurgien a 2 instruments, vous voyez, qui sont extrêmement longs, mais qui sont les mêmes types d'instruments que ce qu'il avait par voie conventionnelle. La seule différence, c'est que ce sont des instruments extrêmement fins. Et puis vous voyez que le chirurgien peut bien sûr manipuler les pinces, faire des nœuds, couper, et en regardant bien sûr, non plus son malade, mais l'écran télévisé. Dans ce bloc opératoire, unique au monde, les chirurgiens s'entraînent sur des porcs destinés à l'abattoir.
Sur les écrans, à gauche, l'intérieur de leur patient. Et à droite, le cours de couture de l'enseignant. Les différentes tables reliées ici sont reliées comme des hôpitaux différents. Il est possible de transmettre ce système d'information dans n'importe quel bloc opératoire du monde. Donc on peut, à partir de ce système d'enseignement, expliquer à un chirurgien relié avec le même type de système n'importe où dans le monde un geste chirurgical sans avoir besoin de se déplacer. Car grâce à un crayon optique, le professeur peut corriger ou diriger l'opération réalisée sur une des 17 tables. Encore plus sophistiqué, l'entraînement sur ordinateur. Avec ce simulateur, le chirurgien peut réaliser une opération virtuelle. Il manipule de vrais instruments, mais voit le résultat en images de synthèse. Fin de l'apprentissage. Nous sommes ici dans un véritable bloc opératoire avec un vrai malade. Le chirurgien dispose ici d'une technologie encore plus avancée, une caméra robot qui obéit à la voix. La caméra est en effet reliée à un bras articulé qui se déplace selon les ordres du chirurgien qui a préalablement enregistré sa voix sur une puce électronique. Left, stop, right, stop. Ça n'est pas un robot, ça n'est pas un robot qui permet une intervention chirurgicale. Il permet simplement à la voix, vous l'avez vu, de faire des commandes simples qui vont guider la caméra, guider l'optique qui est à l'intérieur du ventre et pouvoir aller n'importe où comme le fait l'assistant du chirurgien normalement. Et en plus, vous pouvez prévoir 3 positions préalables que vous redemandez à votre robot et il retourne, vous l'avez vu, retourne en position 1, retourne en position 2 ou retourne en position 3. Et pour demander ou donner un avis à un spécialiste d'un autre pays, rien de plus facile. Aujourd'hui, la salle d'opération est reliée par téléphone à un hôpital belge. Le spécialiste y reçoit les images et peut dialoguer avec les chirurgiens strasbourgeois. On la voit par en dessous, un petit peu en bas à droite. Hein, oui, voilà. Si tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Oui, parfait. Dernière innovation, avec un scanner, on reconstitue les organes sur ordinateur et on visualise avant l'opération la position exacte d'une tumeur, figurée ici en vert. Télétransmission, réalité virtuelle, les nouvelles technologies envahissent la chirurgie pour le plus grand bien des malades. La première opération par téléchirurgie a eu lieu le 7 septembre 2001. Le professeur Jacques Marescot a enlevé la vésicule biliaire d'une Française en étant postée dans un immeuble à New York, alors qu'elle-même était dans un bloc chirurgical de l'hôpital de Strasbourg à 7000 km de là. Une pomme bien rouge, brillante, sans pourriture, sans éraflure, sera-t-elle aussi goûteuse que ce qu'elle promet ? Pas si sûr. Or, pour le cultivateur, cette question de la maturité est essentielle. À Montpellier, on teste pour lui un gant magique qui va lui permettre de connaître ses pommes mieux qu'il ne l'a jamais fait. Démonstration. Quoi de plus simple en apparence que de cueillir des pommes? Pourtant, il n'est pas toujours facile de savoir lesquelles sont mûres et prêtes à être consommées. Pour résoudre ce problème, Michel Crochon teste dans ce verger expérimental une machine tout à fait étonnante. Un gant bourré de capteurs qui permet de mesurer la teneur en sucre, la maturité et le calibre du fruit. Pour mesurer le calibre, je mesure l'écartement des doigts à l'aide de ce petit capteur. Pour mesurer la maturité, il y a un petit marteau qui tape sur le fruit à l'intérieur et un micro qui écoute la réponse du fruit, là, le son qu'émet le fruit. Et ça me renseigne sur la maturité du fruit. Et enfin, j'analyse la lumière qui rentre à travers le fruit. Et ça m'indique sa teneur en sucre qui est le potentiel de qualité gustative d'un fruit. Au moment de la récolte, on pourra donc tester chaque pomme pour savoir si elle est vraiment mûre et sucrée. Mais vous l'avez vu, l'ordinateur qui analyse les résultats n'est pas miniaturisé. La machine est donc encore peu pratique. Pourtant, ce gant testeur a de nombreuses applications. Dès que le problème de dimension sera résolu, l'appareil sera très utile au cultivateur. Alors l'agriculteur qui utilisera ce gant pourra suivre l'évolution de son verger, en passant régulièrement dans le verger, en palpant des pommes sans les détruire bien entendu. Il pourra savoir si son verger évolue normalement ou s'il y a un problème de croissance. Et les applications de cette machine sont nombreuses. Nous sommes dans une usine de conditionnement de fruits. Ici aussi, le gant testeur peut rendre de grands services. Car le plus gros travail des ouvrières consiste à trier les pommes en fonction de leur calibre et surtout de leur qualité. Mais malgré leur expérience, elles ne peuvent distinguer à l'œil nu les pommes savoureuses des pommes fades et peu sucrées. Les pommes de premier choix ne sont pas forcément les meilleures, ce sont seulement celles qui ont le plus bel aspect.
Après la récolte, cette machine peut servir essentiellement au contrôle de la qualité des lots qui arrivent à la station. Quand un producteur arrive avec un lot, on mesure quelques fruits sur ce lot et donc on peut savoir la qualité de ce qu'il amène et le payer en fonction de la qualité de ce qu'il amène. Ce nouveau système de tri sera peut-être bénéfique également pour le consommateur. Il paiera les pommes en fonction de leur qualité. C'est la fin des mauvaises surprises. Avant leur arrivée sur les étals, les pommes sont d'ores et déjà triées automatiquement dans les centres de conditionnement selon leur poids et leur couleur, par exemple en passant devant une caméra. Tourisme, déplacement d'affaires, le nombre de voyageurs augmente d'année en année. Pour séduire leurs futurs clients, les grandes chaînes d'hôtels étudient les chambres d'hôtel offrant une foule de services. Certaines sont même capables de changer de décor à volonté selon les désirs des clients. Nous sommes dans un grand hôtel parisien. Ici, on peut déjà voir la chambre du 3e millénaire. Une chambre destinée aux hommes et aux femmes d'affaires. Car cette clientèle-là a des exigences bien particulières. Elle veut pouvoir travailler n'importe où et être reliée en permanence au reste du monde. En apparence, cette chambre est comme les autres, mais pour l'instant, elle est unique au monde. Alors cette chambre regorge d'astuces et de technologies cachées qui sont aujourd'hui uniques et qui bien sûr n'existent pas dans les autres hôtels. La plus belle astuce de cette chambre, c'est cet écran digital. Grâce à lui, on peut tout faire de son lit. Allumer les lumières, bien sûr, mais aussi la radio et la télévision. Et dans cette chambre, regarder son émission favorite devient un vrai plaisir. L'écran géant à plasma monté sur un bras articulé permet une vision parfaite de tous les coins de la pièce. Tout est prévu pour que le client puisse se relaxer. On a même installé un poste de télévision derrière une glace au-dessus de la baignoire. Et pour que l'ambiance soit parfaite, les concepteurs ont pensé à tout. Ils ont inventé un nouveau style de parfum d'ambiance. Alors la grosse innovation de cette chambre se situe ici. Vous avez 6 parfums qui vont pouvoir être diffusés dans la chambre par le client pour donner une atmosphère différente. Ces parfums, on peut les choisir à partir de l'écran tactile. Et cette chambre est aussi idéale pour travailler. L'écran de la télévision peut être relié à un ordinateur portable. On peut écrire son courrier et gérer ses affaires sur grand écran. On reste également connecté au monde entier. On peut naviguer sur Internet, même de son lit, grâce à un clavier à infrarouge. Pour l'instant, seuls quelques privilégiés peuvent profiter de toute cette technologie. Demain, peut-être que toutes les chambres d'hôtel ressembleront à celle-ci. Il existe aussi d'autres hôtels aux idées originales. Par exemple, aux Bahamas, les touristes argentés circulent au milieu d'un aquarium géant, alors qu'au Québec ou en Norvège, on est reçu chaleureusement dans des chambres tout en blocs de glace. Voilà, notre voyage au cœur des technologies de demain se termine. Toutes les innovations qui se préparent vont modifier nos façons de nous soigner, de nous informer, de communiquer. Saurez-vous maintenant répondre aux questions de notre quiz? À très bientôt.